Bonjour, bienvenue à cette table ronde qui a pour objectif de présenter la créativité à travers des outils permettant de générer des idées de valeur pour l'entreprise et de transformer ces idées en résultats. Pour faire cette présentation, nous allons utiliser un fil rouge théorique afin de définir la créativité, ses principes, ses idées, ses composantes et faire le lien avec l'innovation, et nous conclurons en fait en ouvrant de nouvelles perspectives. Alors, pour illustrer ces définitions, nous allons le faire avec des exemples qui vont nous être apportés par des entreprises qui ont accepté de partager leurs expériences et que je vais vous présenter. Alors, ne vous fiez pas forcément à ce qui est indiqué sur le tableau, il y en a une qui a changé. Donc, je vais commencer par la jeune femme qui est à ma droite. Arantxa Pinheiro est responsable de l'innovation pour la société I+F. I+F donc, est une société européenne spécialisée dans le conseil stratégique pour les grandes sociétés européennes concernant tout ce qui est processus d'investissement, R&D, innovation et environnement. À ma gauche le plus près, j'ai Monsieur Yves Guilloux, qui est le directeur de l'innovation de l'entreprise Gilbert Express. C'est une société française spécialisée dans la fabrication d'outils de soudure, on peut dire, pour les artisans du second œuvre du bâtiment, qui propose des produits pour le professionnel et le grand public. Donc il interviendra à la suite de l'intervention d'Arantxa. Ensuite, c'est la personne qui n'est pas indiquée sur le tableau, donc c'est David Carmona. Il est directeur d'une société qui s'appelle Bon Menu. Bon Menu est une société en fait espagnole de technologie et de services qui est spécialisée dans l'amélioration des moyens de paiement traditionnels grâce à l'application de nouvelles technologies. David nous expliquera un peu plus à travers un exemple comment ils font cela. Juste après, nous avons Daniel Rueda qui lui est indiqué sur la présentation. Donc Daniel est le fondateur et le président de la société OpenPricer. C'est une société française spécialisée dans les logiciels d'aide à la décision pour la tarification et la gestion du revenu, ce que l'on appelle Pricing and Revenue Management. Et donc, il présentera son expérience dans l'utilisation de techniques créatives pour développer de nouveaux produits. Et enfin, puisque nous sommes une table européenne, il y a Monsieur Lapao qui fera une présentation en anglais. Ricardo Lapao est le cofondateur et le directeur d'une société portugaise qui est dédiée au développement des outils de gestion de l'innovation. Alors, Arantxa Pinheiro va prendre la parole. Donc Arantxa est en fait une spécialiste de l'innovation et de l'application des techniques de créativité dans les entreprises. Elle va nous fournir donc cette perspective théorique sur certains des facteurs qui encouragent la capacité créatrice des entreprises et de l'importance et des points clés afin de rendre l'utilisation de ces outils efficace. Arantxa, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va parler sur la créativité. Il y a plusieurs définitions sur créativité, mais réellement on pourrait la résumer comme la capacité de générer des idées qui apportent de la valeur. C'est-à-dire quoi, de la valeur? On pourrait fabriquer du verre avec des trous dans le fond. Ça c'est différent, mais ça vraiment n'apporte pas de valeur parce que ça c'est inutile. Il existe aussi beaucoup de fausses idées reçues sur le concept créativité, comme par exemple la considérer comme une habilité qui est uniquement réservée au génie. Mais vraiment, c'est pas comme ça. C'est une habilité que tout le monde peut réussir, mais c'est nécessaire de la pratiquer régulièrement et de s'entraîner. En fait, tous les gens ont tendance à être plus créatifs si il n'y a pas de restriction du temps, si personne porte jugement de valeur sur les idées, si nos idées sont acceptées, mais aussi si nous sommes activement écoutés. En fait, il y a certaines attitudes au sein des organisations qui peuvent favoriser ou empêcher la capacité créatrice des personnes, comme par exemple le style de leadership ou bien la culture de l'organisation qui soit plus ou moins ouverte.
Un autre, les outils de créativité, ont été développés à partir de schémas de pensée. Et la recherche montre que cette utilisation effective donne des bons résultats pour la génération d'idées sur un objectif très bien défini. Il y a aussi certains principes clés qu'on doit résumer si on parle de créativité. En premier lieu, la passion, la motivation des personnes peuvent pour vouloir améliorer les choses ou de faire les choses de manière différente. Ça, c'est en fait le moteur principal de la créativité. Il y a certaines organisations qui ne s'intéressent pas par les idées de personnes, et ça vraiment met un frein à la motivation des personnes, que c'est là le moteur principal de la créativité. C'est aussi important la coopération, et construire équipes différentes avec des profils différents qui peuvent apporter une perspective différente sur un sujet très défini. En fait, pour faire face à un défi, la clé, c'est de trouver l'équipe les plus différentes possibles. La capacité d'écoute, l'acceptation des idées différentes, au contraire, à notre avis, c'est très important pour le potentiel créatif des personnes. Normalement, les personnes qui n'hésitent pas à mettre en œuvre de nouvelles initiatives bloquent la capacité créatrice de leurs équipes parce qu'ils freinent sa motivation. Et finalement, c'est clé l'utilisation effective des techniques de créativité qui sont définies pour la résolution des différents problèmes. On verra après qu'il y a différents outils pour la résolution de chaque type de problème. Et là, on va passer la parole à M. Guillou qui va nous expliquer comment la société Guilbert Express en fait utilise ces méthodes. Bonjour. Donc la société Guilbert Express, comme on l'a dit précédemment, c'est une société qui est dans un domaine qui est relativement traditionnel puisqu'il s'agit de fabriquer des outils à main, donc des outils qui sont simplement des objets techniques. Je dirais qu'on est vraiment sur ce type de problématique. Pour autant, ce domaine est comme tous les autres lieu de créativité, puisqu'en fait il faut bien comprendre que tous les aspects de la créativité doivent être envisagés dans nos activités, et notamment même sur des choses qui peuvent paraître très triviales. Alors moi je vais juste faire un petit focus sur des outils que nous on applique en interne, qui sont des outils qui sont dérivés de la méthode TRIZ. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, et notamment une de ses variantes qui s'appelle OTSM TRIZ, qui est en fait la théorie générale de la pensée inventive. L'objectif derrière cette méthode, c'est en fait de déterminer quels sont les vrais problèmes auxquels on est confronté. Et plus on va aller au fond de ces problèmes-là, et plus on va déterminer des contradictions. Ça veut dire des paramètres qui s'opposent. Et le fait de traiter ces paramètres qui s'opposent d'une façon inventive, ça veut dire sans compromis, permet d'avoir des solutions très créatives. Pour donner un exemple, dans notre domaine, nous sommes sur une base de 1 brevet à 2 brevets par an, sur des produits qui sont somme toute très traditionnels, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, c'est des objets très classiques. Pour autant, il y a des énormes avancées à faire sur ces domaines, comme dans tous les domaines qui nous entourent d'ailleurs, pour peu qu'on se penche réellement sur ces problématiques. L'idée aussi derrière, c'est de se dire que la créativité telle que l'on peut l'envisager et telle qu'on l'a évoquée, ça ne dépend pas uniquement d'un service technique ou d'un ingénieur dans un bureau, mais c'est vraiment une stratégie d'entreprise dans laquelle on doit vraiment avoir une approche globale de toutes les problématiques qu'on a. Et une innovation aujourd'hui sur le marché, c'est pas forcément un nouveau produit, c'est une nouvelle offre. Et une nouvelle offre veut dire un autre plan marketing, une autre façon de commercialiser, d'autres façons de traiter les problèmes techniques, d'autres manières de traiter le SAV sur les produits, enfin bon, quelque chose qui est relativement ouvert et qui nécessite, comme l'a dit Arantxa tout à l'heure, une vraie coopération entre les différents acteurs de l'entreprise. Voilà. Merci. Je vais repasser la parole à Arantxa concernant les composants de la créativité. Comme je disais précédemment, la créativité n'est pas une capacité réservée au génie, mais il faut l'entraîner.
Dans ce sens, si nous analysons les composants de la créativité, on trouve concepts comme la motivation et la connaissance. En fait, pour apporter d'idées qui ont de la valeur pour l'entreprise, c'est très important d'avoir de la connaissance sur la matière. C'est impossible d'apporter de bonnes idées si les personnes qui font partie de l'équipe de travail n'ont pas une connaissance approfondie sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'habilités créatives qu'autres, mais franchement, si les personnes qui font partie de l'équipe de travail n'ont pas de la connaissance, ça ne va pas marcher. Les idées ne vont pas porter de la valeur parce que ça ne va pas être une bonne solution. Dans ce sens, c'est important de cataloguer les personnes en fonction de les différentes habilités créatives. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent jouer un rôle différent lors de la réalisation d'un atelier créativité. Normalement, les personnes plus créatives sont les bons conducteurs de ces ateliers parce qu'ils sont très motivateurs et ils font personnes penser de manière différente. Et d'autres, c'est important de trouver les bons rôles au niveau connaissances techniques pour générer ces bonnes idées sur les sujets définis. On pourrait dire certaines caractéristiques de leader créatif ou leader innovante, qui sont par exemple les personnes qui ont une vision prospective, qui sont très motivateurs, qui font des équipes multidisciplinaires et qui aident à incrémenter le potentiel des personnes qui font partie de ces équipes. Et bon, finalement, on a parlé de génération d'idées, mais c'est vrai que la capacité de mettre en œuvre cette nouvelle idée, que c'est l'innovation, est vraiment ce qui dit quelle est la capacité innovatrice de notre entreprise. Dans ce sens, c'est très important de bien définir l'objectif, l'approche. Parce que sinon, on ne va pas avoir le bon résultat lors de cet atelier. L'objectif peut être résoudre un problème technique, peut être améliorer un processus, bien un processus de fabrication, bien un processus interne, organisatif, ou bien la conception de nouveaux produits. Quand on va formuler l'objectif pour cet atelier créatif, cet objectif ne doit pas être ouvert. Ce n'est pas la même chose dire comment améliorer ces processus et dire comment réduire 20% la perte de production de ces processus. La différence entre la première et la deuxième approche est que, dans le deuxième cas, le problème a été étudié et donc l'objectif est bien défini et sûrement on va trouver la bonne solution. Une fois que l'objectif est bien défini, c'est nécessaire de trouver la technique de créativité la plus adéquate. Il y a plusieurs techniques de créativité selon les types d'objectifs que je vais résoudre. Par exemple, la technique TRIS qu'on vient d'écouter, c'est surtout focalisé pour la résolution des problèmes techniques. La technique C3-5, c'est surtout pour l'amélioration des processus de fabrication ou bien à l'interne. L'analyse morphologique, qui consiste à l'analyse des attributs des produits, c'est surtout utilisé pour la définition des nouveaux produits. Le C-Japon a une utilisation plus générale et sa caractéristique principale est que ça va permettre la génération d'idées sur différentes perspectives, économiques, sociales, environnementales, etc. Une fois qu'on a fini cette session de génération d'idées en utilisant la technique la plus adéquate, c'est très important le processus de filtrage pour garantir que l'idée choisie est la meilleure idée. Il y a certaines techniques de filtrage d'idées comme Scamper ou bien analogie
Dans les deux cas, il s'agit de techniques d'agrupation d'idées pour arriver à 3, 4, 5 idées principales à partir desquelles je vais évaluer, faire la validation par les clients et par le marché pour arriver finalement à ces concepts que je vais finalement développer et que ça va arriver à marcher. Et finalement, le plan d'action est vital pour arriver au résultat. Il faut définir un plan d'action, il faut attribuer les rôles, les responsabilités, puisque cette nouvelle initiative a des résultats. On va passer la parole à David Carmona qui lui va nous expliquer comment la société Bon Menu utilise ces méthodes pour aller développer de nouveaux services. Bonjour à tous. Donc David Carmona, je suis de la société Bon Menu qui appartient à un groupe espagnol, le groupe Coppel. Et donc nous sommes créateurs aussi nous-mêmes d'une nouvelle technique qui en fait sont tout type de cartes de débit ou de cartes prépayées que l'on peut utiliser dans divers domaines. Alors effectivement ce qui est intéressant c'est que des idées se créent et comment les mettre en œuvre. C'est déjà beaucoup plus compliqué, mais c'est effectivement ce qu'on se force à faire. Par exemple, aujourd'hui en France, avec la société Bon Menu, d'où son nom, on a créé donc des cartes prépayées qui sont en fait les remplaçants des titres restaurants. C'est-à-dire des titres restaurants classiques que vous pouvez utiliser sous format papier. Nous utilisons donc des cartes électroniques, donc dématérialisées pour ne plus utiliser le papier. Donc en fait, comme on est passé d'une idée qui paraît simple et qui paraît innovatrice, à justement la mise en œuvre. Là-dessus, bien entendu, c'est plus compliqué. Donc, un petit peu comme l'expliquait Arantxa, on utilisait pas mal de techniques et la mise en œuvre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut énormément de partenaires, que ce soit dans notre cas de partenaires financiers tels que Visa, Mastercard, mais aussi tout un système informatique très développé et très sécurisé. Donc, par là même, on a aussi d'autres cartes qui peuvent exister, telles que des cartes de transport, des cartes de sécurité sociale, des cartes que l'on peut connaître un petit peu partout. Mais aujourd'hui, voilà, nous, notre idée, c'est d'éliminer le papier et donc d'utiliser tout ce qui est carte électronique, donc de dématérialisation. Voilà, merci. Merci David. Daniel Rueda va nous expliquer maintenant comment la société OpenPricer développe cette fois des logiciels en utilisant la créativité. Oui, bonjour. Donc notre métier, c'est les logiciels d'aide à la décision dans le domaine de la tarification. Ce sont des logiciels assez complexes qui brassent des données assez volumineuses. Et on fait de la R&D depuis une dizaine d'années avec donc une protection par brevet de nos travaux. Pour vous donner une idée de notre marché, on est sur un marché qui est émergent, qui fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui se développe au rythme de 20%. Les intervenants sur ce marché, donc les sociétés qui fournissent des logiciels de pricing, il y a 10 intervenants en fait, et sur les 10 intervenants, il y a 8 sociétés américaines, une société indienne et une société européenne qui est OpenPricer. C'est encore une technologie émergente. Alors ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques expériences sur les 4 étapes en fait de développement des innovations. Donc qui sont d'abord la définition de l'innovation elle-même, hein. Deuxièmement la génération d'idées, troisièmement le filtrage d'idées, quatrièmement le plan de développement. Alors sur le premier point qui est la définition de l'innovation elle-même. En complément de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je voudrais attirer votre attention sur l'importance d'être à l'écoute du marché. Et quand je dis du marché, c'est des concurrents. Alors, je vais vous citer une petite anecdote. La semaine dernière, on était dans un salon professionnel, on a recueilli des cartes de visite. Et on a par la suite rappelé en fait les différents intervenants qui nous avaient donné les cartes de visite et on s'est rendu compte qu'on avait parmi ces cartes de visite un espion qui était venu nous voir pour récupérer des informations sous couvert d'une société auquel il n'appartenait pas. Bon voilà, donc on le fait aussi évidemment et c'est très important de savoir ce que font les concurrents pour innover. Le deuxième point sur la définition d'innovation, c'est ce que j'appellerais la fertilisation croisée, c'est-à-dire le fait de prendre des idées dans d'autres marchés ou dans d'autres, soit dans des marchés, soit dans des secteurs d'activité connexes. Par exemple, OpenPricer qui développe des solutions de pricing.
On regarde les marchés un petit peu connexes aux nôtres, par exemple le marché des logiciels de gestion de la relation client, pour essayer de voir ce qui se passe sur ces marchés-là. Et concrètement, on est en train d'essayer de développer une offre dite on-demand, c'est-à-dire un software as a service, en s'inspirant de ce que fait aujourd'hui une société, disons, leader dans le domaine de la gestion de la relation client. Sur le deuxième point, qui est la génération des idées, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que même si on travaille sur des procédés très, très complexes, ce qui est le cas des logiciels qu'on développe, et je pense que les autres intervenants qui sont ici travaillent également sur des technologies complexes, le plus difficile souvent, c'est de trouver l'idée la plus simple. C'est-à-dire que dans le domaine du logiciel, même si finalement on est sur des produits complexes, avec des algorithmes compliqués, il est impératif d'avoir des innovations qui soient les plus simples possibles pour l'utilisateur. Donc le grand défi de l'innovation, c'est vraiment de trouver ce qui est simple. Si vous regardez les produits qui ont vraiment marché ces dernières années, on peut prendre l'exemple de l'iPhone ou de l'iPad. Ce sont des produits qui sont certainement bourrés de brevets, mais qui, pour l'utilisateur, sont excessivement simples d'utilisation. Donc vraiment, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, on a pris conscience que toutes les innovations qu'on devait apporter donc, à notre produit devaient concourir à sa simplification. Sur le filtrage d'idées, troisième point, donc, là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que dans le domaine du logiciel, on a, et je pense que c'est vrai aussi dans d'autres domaines, on a énormément d'idées d'amélioration de notre produit. C'est un produit qui aujourd'hui a 10 ans. On a une liste à peu près de 100 à 200 améliorations potentielles, ce qu'on appelle des features dans le logiciel, donc des fonctionnalités. Et ce qui est important, c'est de savoir quelles sont celles qui sont les plus pertinentes à développer, évidemment, puisque n'importe quelle société a des moyens limités. Donc on a mis en place une petite méthodologie que je vais vous présenter rapidement pour essayer de déterminer celles qui sont les plus importantes. Donc ce qu'on fait très facilement, très simplement, c'est qu'on pour chaque idée, en fait, chaque fonctionnalité à développer, avant de la mettre en œuvre, on essaye de définir deux critères. Le premier critère, c'est le critère de sa priorité pour le client. Donc on le fait nous-mêmes, on demande aux clients de voter sur chaque fonctionnalité en définissant, par exemple, si c'est 1, ça va être la plus importante, de 1 à 10, 10 la moins importante pour lui. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on évalue la charge de travail nécessaire pour la mettre en œuvre. Et là, 1, ça veut dire que c'est très facile à mettre en œuvre, 10, ça va être très compliqué. On fait le produit de ces deux indicateurs, donc de la priorité pour le client et du coût de développement, ce qui nous donne un index, en fait, un score d'importance de la fonctionnalité. C'est très simple et c'est assez efficace pour déterminer en fait ce qu'il faut développer. Alors, ce qui me permet de passer au dernier point, en espérant que je ne suis pas trop long, qui est le plan de développement. Alors là, c'est un des risques dans le logiciel et dans la R&D en général, c'est le risque de dérapage des plannings de développement. On dit dans le logiciel que en fait, on passe 80% du temps à développer 80% de ce qui est important et on passe 80 autres % du temps à développer les 20% qui restent. Donc c'est la loi de Pareto, mais un peu étendue au logiciel. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc il est impératif, l'expérience m'a montré qu'il était impératif d'avoir des outils permettant d'éviter ce genre de dérive. Et on est passé avec l'expérience à la gestion de projet vraiment avec des outils de planification des tâches, du style Microsoft Project par exemple, pour connaître vraiment les dépendances des tâches, planifier ce qu'il faut faire et avoir des alertes quand on dépasse l'objectif. Alors également une anecdote, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson. C'était un économiste anglais qui avait étudié les organisations anglaises, la bureaucratie anglaise, et qui s'était rendu compte que sa loi, c'est que toute tâche en fait occupe s'étend sur la période planifiée pour l'exécuter. Donc, ce qui veut dire que vous donniez à quelqu'un une tâche à faire pendant une journée, une semaine ou un mois, de toute façon, il va trouver en effet que la tâche va devoir occuper la durée planifiée. Et donc, ce qu'on fait dans le logiciel, c'est qu'on met en place des approches dites time box,
qui permettent non pas de viser la perfection du développement, mais de définir vraiment une approche pilotée par le temps, c'est-à-dire qu'on définit un temps donné et ensuite on livre ce qu'on peut livrer finalement dans ce temps donné. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur notre expérience. Merci. Merci Daniel. Arantxa va reprendre la parole concernant le succès de l'innovation et nous terminerons ensuite avec Ricardo Lapao. Pour finir, après la présentation des exemples sur l'utilisation de créativité et avant l'intervention de M. Lapao, je voudrais souligner simplement certains aspects qui sont clés pour réussir en utilisant la créativité. Que c'est d'abord le temps et l'espace pour penser. Normalement, c'est impossible d'avoir une bonne idée entre une réunion de suivi d'un projet et l'évaluation d'un collaborateur. Donc c'est vrai que les sociétés doivent fournir du temps aux employés pour penser aux idées sur la résolution des problèmes de l'organisation. Et aussi la diversité dans les équipes, déjà commenté, et la connexion, savoir si cette initiative que je veux mettre en place c'est accepté par les clients, c'est accepté par le marché, etc. Donc ces 3 points sont clés pour la réussite de la créativité, et pour réussir, pour avoir des résultats. Comme disait Nicolas Negroponte, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est un architecte américain, fondateur d'un think tank de MIT. Il disait qu'une nouvelle idée naît de différence. Donc voilà, le secret de la créativité, de créer des équipes différentes pour faire front aux défis. Merci Arantxa. Maintenant Ricardo will give us a presentation in English, so to conclude and to open our mind to new tools. Okay. I'm sorry if there's something that you don't understand, but I've been talking and listening 4 different languages, so I can be a little messed up. I think it's common to undersee the missing link between generating ideas and innovation. That, as they have told us, it's the concrete creation of value out of it for the company. Something that we have learned to be a highly social process, not just a technical process, but a highly social process. I believe nowadays we still have a preconception of the creative process and innovation process as the blinking light bulb around the single guy that is very scientist, wherever. And that's just a myth. To give an example, the success that we know nowadays of Nespresso, at least in Portugal, is a huge success. That product has started being developed around more than 20 years ago, and it has failed several times. So beyond what we nowadays see a great product, there are a lot of work and not just successful work. And innovation and creativity, it's not just Picasso or Renoir. We do creativity is turn creation in an activity. It's not just something that is hard. We do it every day, every time. So at We Listen, we clearly identify that challenge, how to really support that also social process that takes ideas from concept to completion. And we have come with a software solution that, in opposition of looking only to the ideation process, we look at the complete innovation process from the ideas phase, obviously, to the implementation phase, and innovation. The innovation results appear when the innovation has ended. What I mean is, when the company is making money with something that came from innovation, that's are the innovation results, and we are not anymore in innovation. So our solution tries to keep up all the process, so
we can see from each project what ideas the innovation came from, who collaborate on those ideas. And we do that taking advantage of the social capabilities that the software solutions give us today. For instance, if you imagine in a company you have some sort of problem, and from that problem you pose a challenge to your employees that are not just the R&D employees, but all the employees, even those that work in the production line, that most of the times can see opportunities to improve that the people higher in hierarchy or in most specialized areas of the company can't see. So our objective with the software is connect people through all the enterprise and even abroad through partnerships or special relationship with customers, so we can generate ideas that in a traditional innovation process would be out of our possibilities. We do that structuring the process in 4 different phases. The first one, challenges, where we turn problems or opportunities in a challenge to the people. The ideation phase, where we gather and we let people comment on each other's ideas and vote so we can surface the best ones, or even look at the ones that no one votes and see there's something here or no. And then what we call the opportunities phase, where you can think of it like a safe phase to fail. So where you will prototype some new concept, you will be doing some research on a new process, and you have, for instance, a fixed budget to do that. The companies select, for instance, 3 ideas, the best ones, where we are allocating resources, human resources, money resources, and after that we will look at it and see, okay, is there a real business opportunity here or no? And those ones will pass to the next phase, what we call the innovation projects phase. And from that is like a cycle. It became an integration and exploration project for the company. Thank you, Ricardo. Et merci également à tous les intervenants. J'espère que cette table ronde a pu vous éclairer sur la créativité. Et maintenant, nous attendons et nous espérons vos questions. Merci. Bonjour, j'ai une question pour les dirigeants des entreprises ici. Je suis une consultante en créativité et moi, j'ai la difficulté que j'ai. Beaucoup de dirigeants, ils ne croient pas en créativité ou en l'importance d'avoir une stratégie d'innovation. Donc, je me pose la question, comment quelqu'un a réussi vous a convaincre au tout début pour le tester, pour l'essayer? Je crois que Monsieur Guillou, non? En fait, il y a plusieurs approches. Il y a top-down ou bottom-up. Je dirais qu'il faut utiliser un peu de tout. Et en l'occurrence, on peut montrer à tous les niveaux que la créativité peut apporter. En l'occurrence sur des problématiques relativement simples, puisqu'en fait, moi j'ai des activités de type production, sur lesquelles, comme on disait, il y a des choses aussi à trouver en créativité. Et pouvoir en fait montrer que sur des exemples relativement simples, on peut mobiliser des équipes pour trouver des solutions, fait qu'à terme, le cercle des personnes créatives s'augmente petit peu par petit peu. Mais encore une fois, c'est de l'éducation à long terme. Et on ne peut pas, en claquant des doigts, enfin je dirais en passant 5 jours en entreprise,
très difficile de faire changer les mentalités. Par contre, sur une période de 6 mois à 1 an, on peut commencer à avoir des résultats qui sont payants et donc qui commencent à faire changer un petit peu les esprits. Donc c'est vraiment, à mon sens, des choses qui doivent être gérées dans la moyenne durée.